Salut, c'est Christopher, l'expert en ressources humaines et auteur du blog trouveunjob.fr. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver un job quand on n'a pas d'expérience professionnelle. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Aujourd'hui, trouver un job en France quand on n'a pas d'expérience professionnelle, c'est un vrai parcours du combattant. C'est vraiment très difficile et pour la simple et bonne raison, c'est qu'encore dans la majorité des cas, on regarde beaucoup le diplôme du candidat mais aussi son expérience professionnelle. Et pour un recruteur aujourd'hui, nombre d'années d'ancienneté dans une entreprise, nombre d'années d'expérience dans tel ou tel métier veut dire forcément compétent. Et ce n'est pas toujours lié. Et comme je le disais dans d'autres vidéos et d'autres articles de blog, aujourd'hui un recruteur ne recherche pas forcément qu'une compétence. En tout cas, les chefs d'entreprise ne recherchent pas forcément une compétence. On a tous connu cette fameuse réponse du recruteur: malgré la qualité de votre parcours et de votre candidature, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de continuer le processus de recrutement avec vous. Ça, c'est du grand classique. Et le deuxième classique, eh bien, c'est la réponse que toi-même tu te fais. Comment acquérir de l'expérience si on ne me donne pas ma chance, si on ne me donne pas un moyen de m'exprimer, d'exprimer mes compétences et d'acquérir de l'expérience? C'est tout le paradoxe du recrutement en France. Il faut savoir que chaque année, chaque jour, de nouvelles personnes recherchent un emploi et ces personnes n'ont pas toutes de l'expérience professionnelle. Évidemment, quand tu es jeune diplômé, quand tu es en reconversion professionnelle, tu n'as forcément pas d'expérience dans le métier convoité. Et pourtant, il faut bien s'insérer dans la vie active, et il faut bien avoir une première expérience. Donc, la première chose que je peux te dire, c'est de ne pas avoir de crainte, puisque 100% des salariés ont obtenu leur premier contrat sans avoir au préalable d'expérience professionnelle. Je vais t'expliquer maintenant comment on fait pour passer cette fameuse barrière des 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience qu'on peut retrouver sur bon nombre d'offres d'emploi. Lorsque tu te promènes dans la rue, est-ce que tu t'attardes plus longuement sur une vitrine de montres de luxe ou plutôt sur une vitrine qui est en travaux? Tu sais, avec ces artisans qui sont en train de passer le marteau-piqueur, en train de poser du carrelage ou refaire la peinture des murs. Évidemment, tu t'attardes davantage sur ces fameuses montres de luxe. Il y a une belle vitrine, il y a un bel éclairage, il y a des beaux produits, des belles montres, et donc ça donne envie, en tout cas de regarder, de s'y attarder. Concernant la vitrine en travaux, c'est moins joli à voir puisqu'il n'y a pas de produits présentés, il n'y a pas de mise en situation. Donc pourquoi je fais cette analogie? Tout simplement parce que cet exemple, je vais m'en servir pour parler de toi et de ton profil. Tu es une vitrine, tu es une boutique encore qui est en travaux. On voit des artisans poser le carrelage, faire la peinture. Cette petite analogie montre simplement que ton profil est en construction. Alors que, à l'inverse, les vitrines où il y a des montres de luxe, ce sont des personnes qui ont déjà un profil aguerri, qui ont des choses à montrer, qui ont de l'expérience professionnelle. Et tu comprends bien que la vitrine qui est en construction, à un moment donné, elle va devenir aussi une jolie boutique, puisqu'il va y avoir des produits, il va y avoir une mise en valeur de ces produits. Pour ta candidature et pour ton profil, c'est exactement la même chose. En attendant de décrocher un job, tu dois donc mettre en valeur ta vitrine pour que les passants, que les promeneurs s'arrêtent devant ta vitrine, donc ton profil, et apprécient les informations qu'ils peuvent voir. Pour attirer les passants vers une boutique, on peut mettre des grandes affiches, on peut mettre des vidéos qui indiquent le futur produit qui sera vendu, faire une liste des services, etc. Eh bien, pour ton profil, pour ta candidature, c'est un petit peu pareil. Il y a des éléments à mettre en avant. Tout ça est une histoire de communication. Savoir se vendre auprès d'un recruteur, savoir se vendre auprès d'un réseau au sens plus large du terme. Et pour cela, évidemment, il y a plusieurs outils à ta disposition. On va les passer en revue si tu le veux bien. Il y a évidemment le CV, mais un CV professionnel. Ça se travaille
il faut qu'il soit relativement sobre. Attention, je ne dis pas qu'il doit être austère, mais sobre. Ça veut dire que tu vas éviter les fantaisies, les couleurs, les logos d'entreprise qui attirent l'œil du recruteur, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils prennent de la place sur le CV, il y a plusieurs couleurs, et donc ça perd un petit peu l'attention du recruteur sur les éléments et les informations importantes de ton CV. Donc on oublie ça. Je te mets quelques exemples de CV. Tout d'abord le premier, tu vois, il est sobre. On lit rapidement les différentes informations qu'il contient. Hein. On voit le parcours, on voit l'expérience professionnelle. Deuxième CV, là aussi, hein, relativement sobre, assez classique, mais pourtant avec un aspect relativement professionnel et agréable à lire. Et enfin, le troisième CV, là aussi, il est sobre, il est classique également, mais il fait son effet. A l'inverse, je vais également te montrer des CV qu'il ne faut pas faire quand on n'a pas d'expérience. Je vais t'expliquer aussi un petit peu pourquoi. Premier CV, tu vois, il y a de la couleur, différentes couleurs, différents blocs. Ça ne fait pas très professionnel, ça ne fait pas très mature. Donc à éviter. Deuxième CV, là aussi, beaucoup de couleurs, du orange partout. C'est bien, hein, ça va attirer l'œil du recruteur, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que ça ne rendra pas une image de toi très professionnelle. Mais tu auras encore l'image d'un jeune, peut-être étudiant, qui recherche son premier emploi, qui n'a pas d'expérience. Bon, tout ça ne fait pas très pro. Enfin, le dernier CV, là aussi, comme tu vois, relativement fantaisiste, avec pas mal de petites couleurs, de dessins un petit peu partout. Là aussi, ça ne fait pas très sérieux aux yeux d'un recruteur. Deuxième outil, c'est la lettre de motivation. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la lettre de motivation n'est pas passée aux oubliettes. Ça reste encore un outil très important dans une candidature pour se démarquer des autres candidats. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans les lettres de motivation et par conséquent, de moins en moins de recruteurs prennent le temps de les lire. Et c'est dommage puisque une bonne lettre de motivation sera lue par un recruteur et sera un élément supplémentaire pour attirer l'œil du manager, du chef d'entreprise. N'hésite pas à aller voir mon article ou ma vidéo que j'ai faite sur les erreurs à ne pas commettre dans les lettres de motivation. Troisième point important, ce n'est pas un outil mais c'est un conseil primordial, je le répète, primordial. Ce sont les fautes d'orthographe que l'on peut retrouver dans ta lettre de motivation, sur ton CV, sur ton profil LinkedIn, sur des mails de remerciements que tu pourras envoyer aux recruteurs. Il faut savoir qu'en moyenne, une femme commet 15 erreurs d'orthographe sur son CV et un homme fait 19 fautes d'orthographe sur son CV. C'est énorme. Et le recruteur, en voyant ça, va penser tout simplement que tu manques de rigueur, de professionnalisme, que tu as peut-être rédigé cette candidature un petit peu rapidement sans forcément le temps de te relire. Est-ce que c'est une qualité qu'on demande à un futur professionnel de ne pas se relire et de manquer de rigueur? C'est tout l'inverse. On a besoin d'avoir des personnes qui sont très rigoureuses, qui sont professionnelles, matures. Donc la faute d'orthographe est vraiment un élément décisif dans le choix final d'un recruteur. Enfin, dernier point, dernier outil, c'est ta présence sur les réseaux sociaux. Je sais, tu vas me dire, les réseaux sociaux, c'est pas sérieux, on y va pour s'amuser, pour poster des images, des vidéos, etc. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a certains réseaux professionnels sur lesquels il faut maintenant, en tout cas, obligatoirement être présent. Je pense par exemple à LinkedIn ou à Viadeo. Viadeo est en perte de vitesse par rapport à LinkedIn, qui est un réseau social professionnel qui est de plus en plus important sur le marché français. En tout cas, une majorité de recruteurs est présent sur ce réseau social. Donc, il y a un point très important, il faut que tu sois présent là-dessus, mais surtout que tu travailles ton profil, ton réseau, et l'image que tu renvoies sur ce profil-là. Évidemment, il n'est pas question de faire un profil comme tu l'aurais fait sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Travailler son profil sur LinkedIn veut dire avoir une image professionnelle, employable.
Du coup, tu oublies donc tous les partages de vidéos humoristiques, de photos humoristiques, puisque tout cela ne contribuera qu'à te maintenir dans un rôle d'adolescent, d'étudiant, de jeune en tout cas. Et c'est ce qu'on souhaite combattre sur ce manque d'expérience que tu peux avoir et sur ton souhait de décrocher un job. Très clairement, hein, LinkedIn, c'est un petit peu la vitrine de ta boutique. Les gens vont aller voir, s'informer, regarder les produits que tu as à leur proposer, les services. Donc c'est un élément qu'il ne faut surtout pas bâcler. Il y a une donnée très importante quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais en tout cas qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, c'est que l'expérience ne fait pas tout. Ça peut te paraître bizarre comme cela, mais je vais t'expliquer un petit peu mes propos. On a tous commencé à travailler, en tout cas à obtenir son premier contrat, sans forcément avoir une énorme expérience professionnelle. On peut parfois avoir fait un stage professionnel, une alternance. Donc là, effectivement, on peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience. Et ça peut être moins, puisqu'on peut avoir simplement réalisé quelques jobs de 2-3 semaines, 4 semaines. Mais en tout cas, ça ne fait pas une grosse expérience. Et maintenant, pourquoi un recruteur décide de mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience dans les annonces? C'est très simple. Ça permet simplement au recruteur de filtrer les candidatures, puisqu'il sait qu'il va recevoir 100, 200 candidatures. Et donc, il veut faire en sorte que le profil des candidats se rapproche le plus possible de l'annonce et des critères qu'il a pu rédiger à l'intérieur de cette annonce. Donc, le recruteur ne recherche pas le candidat idéal, mais le candidat qui a un profil qui se rapproche le plus possible des différents critères qu'il a pu mettre en place dans son annonce et qui sont exigés sur le poste. Le candidat idéal n'existe pas. Beaucoup de recruteurs aimeraient le penser, mais ce n'est pas le cas. Et donc, puisque tu n'es pas le candidat idéal, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, tu vas faire en sorte que ton profil se rapproche le plus possible des critères exigés sur le poste. Et on s'aperçoit que dans ces critères, l'expérience professionnelle n'est pas le premier critère décisif de choix. Et oui, en effet, le premier critère décisif, c'est la personnalité. 34% des recruteurs interrogés privilégient la personnalité aux compétences, puisque la compétence est le deuxième critère de choix pour 31% des recruteurs. Donc c'est très simple, hein, si tu n'as pas d'expérience professionnelle sur le poste convoité, eh bien, tu vas mettre en avant ta personnalité. Ce qu'on appelle souvent les soft skills. C'est en gros les savoir-être pour faire français. Voilà, mais on aime bien faire un petit peu compliqué, un peu corporate en RH. C'est pour ça qu'on a inventé ce mot soft skill. C'est un anglicisme qui veut dire savoir-être. Voilà. Je vais maintenant te lister les soft skills particulièrement appréciés par les recruteurs et qui vont te permettre, malgré ton peu d'expérience, de te montrer aux yeux du recruteur comme quelqu'un d'employable, de mature et de professionnel. Premier soft skill, évidemment, la maturité personnelle et professionnelle. Alors la maturité est une notion qui distingue l'adulte de l'enfant et elle s'acquiert évidemment à travers les expériences qu'on a vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ces éléments nous font grandir, nous font mûrir tout simplement. Et la maturité permet aux gens de prendre du recul sur les choses, d'avoir une hauteur de vue sur les différents aspects de leur vie et sur les situations qu'ils rencontrent. Et évidemment, les recruteurs apprécient fortement ce savoir-être, cette qualité, puisqu'on va demander ça aussi aux futurs professionnels, d'avoir un peu de recul, un peu de hauteur sur ses dossiers, sur l'organisation, sur son service, sur ses missions, sur l'environnement de travail. Et à ton avis, pourquoi un recruteur, du coup, met dans son annonce 3 ans ou 5 ans d'expérience? Parce qu'il recherche quelqu'un avec une maturité personnelle et professionnelle. Et ne veut pas avoir quelqu'un qui a encore l'esprit ado, étudiant ou très jeune diplômé. Deuxième qualité, deuxième soft skill, c'est une grande capacité d'apprentissage. On apprend à tout âge et ceux qui disent l'inverse ont justement beaucoup de choses encore à apprendre. Donc une petite astuce, soit dans ta lettre de motivation ou lors d'un entretien si tu en as l'occasion, c'est de dire au recruteur que tu es conscient qu'on apprend à tout âge,
qu'on ne sait pas tout et que d'ailleurs tu ne sais pas tout. Pourquoi? Parce que être conscient qu'on ne sait pas tout sur tout, même quand on sort d'école, c'est déjà faire preuve d'humilité, mais ça veut dire aussi qu'il y a déjà une force, une maturité et un recul sur les choses. Donc l'idée est simple, hein, c'est de faire prendre conscience au recruteur qu'avec ton apprentissage, eh bien, ce dernier va pouvoir te donner ta chance, puisque tu vas être en capacité d'apprendre, de comprendre et de réaliser les missions, les tâches qui te seront demandées. Troisième soft skill très important, c'est le relationnel. Une entreprise est faite d'individus, de collaborateurs avec lesquels tu vas être amené à travailler, soit directement, soit indirectement. Ça veut dire que, en partie en tout cas, la qualité de ton travail va aussi dépendre de la qualité de travail de tes collègues. Alors évidemment, influer directement sur la qualité de travail de ses collègues, ce n'est pas toujours simple. Mais on peut influer indirectement. Et ça passe entre autres par une bonne communication. En tout cas, la possibilité d'adapter ta communication selon les personnes qui sont en face de toi et selon le niveau hiérarchique, le service, etc., la fonction. Et donc je te conseille fortement de dire au recruteur que tu es conscient de l'interdépendance des postes au sein d'une entreprise et que c'est par ton excellent relationnel que tu vas réussir à nouer des liens et à créer des relations de travail efficaces. Ça peut paraître bête hein, comme conseil, ou en tout cas de dire ça à un recruteur, mais c'est diablement efficace. Quatrième soft skill très important, la capacité de travail. Qui n'a jamais entendu dire qu'un étudiant ne travaillait pas beaucoup, passait plus de temps devant la télé plutôt que travailler? Alors, c'est un cliché, je te l'accorde, et je ne suis pas d'accord avec cette idée. Pourtant, c'est encore l'image qu'on a, en tout cas pour certains recruteurs, de jeunes qui sortent d'école ou d'ailleurs qui n'ont pas forcément de bagages scolaires ou étudiants. Et donc, important que tu prouves au recruteur que tu as une capacité de travail, que tu es un bosseur, comme on dit, et que tu vas pouvoir t'adapter au rythme et à la cadence de travail d'une entreprise. Puisque le rythme de travail d'une entreprise et le rythme de travail lorsqu'on est étudiant peut être parfois assez différent. Le recruteur a du coup besoin d'être rassuré sur cette capacité-là. Donc tu peux illustrer tes propos en expliquant par exemple le nombre de sujets que tu dois ou que tu as pu mener de front en même temps, sur le fait que tu puisses finaliser des dossiers dans des délais impartis. Donc trouve autant d'illustrations, d'exemples précis, concrets à amener au recruteur pour qu'il se dise qu'effectivement tu as cette capacité de travail et que tu pourras t'adapter facilement lorsque tu rentreras dans l'entreprise. Enfin, dernier soft skill important, c'est d'avoir une vision claire sur ton projet professionnel. Ce dernier point vient boucler la boucle. Tu te projettes dans l'avenir et ça vient corroborer l'ensemble des qualités, l'ensemble des soft skills vus précédemment. Quelqu'un qui se projette dans l'avenir veut dire qu'il y a une certaine maturité, un certain recul, avec cette capacité de se remettre en question, d'apprendre, de communiquer. Bref, c'est important de souligner cet aspect-là. Alors attention, hein, se projeter dans l'avenir ne veut pas dire avoir une vision totalement fantaisiste, totalement floue, loufoque de ton avenir. Tu ne deviendras pas directeur voilà, d'un service de 50 personnes au bout de 3 ans. J'ai d'ailleurs fait un article là-dessus, je t'invite à aller le consulter. Alors c'est bien tous ces conseils, mais concrètement, si je vois une offre qui me plaît, qui exige 2 ans, 3 ans, 5 ans d'expérience professionnelle, comment je fais pour postuler? Alors premier point, c'est d'intégrer dans ton CV les différents soft skills qu'on vient d'énumérer précédemment. Là aussi sur la forme, attention à ton CV, on a vu quelques formes, il faut qu'il soit sobre, classique, sans être austère non plus. Ce CV doit être toujours accompagné d'une lettre de motivation. Dans cette lettre de motivation, tu vas lister à nouveau les soft skills que tu auras mis dans ton CV, mais cette fois-ci en illustrant tes propos. Puisque le recruteur n'est pas censé te croire sur parole. Il faut donc illustrer tes propos, lui amener des exemples concrets pour qu'il te croie. Je te donne quelques exemples. Par exemple, pour la maturité personnelle.
Issu d'une famille de 3 enfants et étant l'enfant le plus âgé, j'ai dû m'occuper de mes 2 frères pour aider mes parents dans leur quotidien. Ça m'a vraiment fait grandir, j'ai pris davantage de responsabilités au sein de la famille. Un autre exemple sur la capacité de travail. Lorsqu'une mission m'est confiée, même si elle s'étale dans le temps, j'aime la terminer. J'aime aller jusqu'au bout pour ensuite voir les résultats, pour rendre un projet. Un exemple sur le relationnel. Le reporting est une notion importante dans une relation hiérarchique au travail. Cela crée de la confiance, de la fluidité et de l'autonomie dans la relation et dans la communication. Troisième point, si avec cette candidature, tu réussis à obtenir un entretien, il va falloir penser à ta tenue vestimentaire. C'est un point très important aux yeux des recruteurs. Il y a une étude qui indique que 65% des recruteurs estiment que la tenue vestimentaire fait partie des critères de choix décisifs pour un candidat. Alors évidemment, si tu postules sur un poste de cadre ou sur un poste fortement en relation avec des clients, avec du public, il va falloir mettre pour les hommes un costume, une cravate, pour les femmes un tailleur, jupe, pantalon. Si le poste n'est pas forcément cadre ou n'est pas forcément de direction, malgré tout avec un contact client ou du public, je t'invite fortement à t'habiller au moins avec une chemise et une veste. Chemise bien repassée, veste bien repassée et propre. Dans tous les cas, et quel que soit le poste, il va falloir que tu aies une attention très particulière sur tes chaussures. Les chaussures sont un des éléments les plus vus dans la tenue vestimentaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et des chaussures, soit abîmées, soit sales, vont renvoyer une image de toi, de quelqu'un qui n'est pas forcément soigneux, qui n'a pas une hygiène irréprochable. Évidemment, ne surtout pas faire venir en jean, basket, t-shirt. Je te rappelle que depuis le début de cette vidéo, on essaie de te rendre une image de toi mature, professionnel, adulte. Si tu viens à l'entretien avec des baskets, un jean, un t-shirt, eh bien on va de nouveau renvoyer une image de toi d'un adolescent, d'un étudiant qui n'est pas encore prêt au monde de l'entreprise. Quatrième point, c'est le mail de remerciement. C'est un élément incontournable d'une candidature et d'un processus de recrutement. Si tu as eu la chance d'obtenir un entretien, eh bien, il va falloir que tu remercies les personnes qui t'ont reçu. Donc, c'est un mail de remerciement à faire dans les 24 heures après l'entretien. Ce mail de remerciement doit tout d'abord remercier les protagonistes du temps qu'ils t'ont consacré. Autre point, tu vas revenir sur des notions, des thèmes, des questions qui ont été abordées durant l'entretien et tu vas demander des explications supplémentaires ou à l'inverse, tu vas revenir sur des éléments qui t'ont fortement intéressé pour développer davantage ton argumentaire. Encore un autre point, il va falloir bien insister et bien confirmer que l'entretien que tu as passé ne vient que augmenter encore d'autant plus ta motivation à intégrer l'entreprise, à intégrer le poste. Et enfin, dernier point, très important ce point, c'est peut-être le plus important dans le mail de remerciement, c'est de poser une question qui n'a absolument pas été abordée durant l'entretien et qui nécessite obligatoirement une réponse du recruteur. Il faut faire en sorte finalement que le recruteur te réponde. Voilà, prenne le temps de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que tu vas devoir créer du lien, tu vas devoir créer une relation avec ce recruteur. Puisque sur peut-être 10 candidats que le recruteur aura vus, combien déjà vont faire un mail de remerciement? Et ensuite, combien vont essayer de créer une relation avec ce recruteur? Très peu. Si tu as la chance de créer une relation, le recruteur va se souvenir davantage de toi, tu vas te démarquer des autres candidats. Et puis, quand on crée une relation, finalement, on vient dissiper des inquiétudes, on vient poser des questions, et on a tendance, en tout cas, à davantage apprécier les personnes avec qui on crée une relation que les personnes qu'on connaît moins. Donc, c'est une astuce très très importante, mais qui est primordiale si tu veux augmenter tes chances d'être choisi pour le poste. Attention, ça ne marchera pas à coup sûr, mais ça augmente tes chances d'obtenir le poste. Conseil supplémentaire. Je te le disais en début d'entretien, beaucoup de recruteurs sont sur les réseaux sociaux. Ils vont donc taper ton nom et ton prénom dans Google et vont tomber sur ton réseau Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., etc. Je te conseille fortement d'aller dans les paramètres de confidentialité,
de ces réseaux sociaux-là et de tout verrouiller. De faire en sorte en tout cas qu'une personne qui ne fait pas partie de ton réseau ne puisse pas voir tes photos, tes articles. Attention tout de même, hein, sur Facebook, la photo de profil et la photo de couverture sont visibles par tout le monde. Donc, et une attention particulière sur ces deux photos-là, que tu ne pourras pas cacher. À travers cette vidéo, tu comprends que décrocher un job, quand on n'a pas d'expérience, et une succession de petites choses, de petites tâches à effectuer, qu'il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait bien évidemment, mais tout est question de posture et d'image renvoyée aux recruteurs. Les candidats qui obtiennent un poste ne sont pas forcément les plus compétents, mais c'est ceux qui ont le mieux réussi leur entretien et finalement, hein, qui ont mieux géré le processus de recrutement. Si tu mets en place la stratégie que je viens de te donner, tu vas fortement augmenter tes chances d'être contacté par un recruteur. Après, le travail doit être mené par toi, je ne peux rien faire pour t'aider à ce stade-là. Néanmoins, si tu as besoin d'aide dans la rédaction de ton CV, de ta lettre de motivation, si plutôt tu as besoin d'avoir des conseils ou d'être entraîné à l'entretien de recrutement, eh bien, n'hésite pas à aller sur mon site puisque j'ai des programmes qui sont spécialement conçus pour cela. Pour conclure cette vidéo, je voudrais avoir juste un petit mot sur le recrutement. Le recrutement est un exercice dont la part de subjectivité est quand même relativement importante. Combien de fois j'ai entendu des managers dire « Je le sens bien celui-là, il est pas mal ce candidat » ou « Ah, il m'a fait bonne impression, qu'est-ce que tu en penses ?» Cette impression, elle se base sur un échange verbal et non verbal, mais ne se base pas forcément sur des critères très précis, très cadrés. Pourquoi ça? Parce qu'en face de toi, le recruteur, le manager, le chef d'entreprise, il est comme toi, il est humain. Il a ses émotions, il a sa personnalité, et donc il faut aussi composer avec ça. Il va donc avoir besoin que tu lui racontes une histoire, que tu lui racontes ton histoire. Cette histoire, elle se fait à travers les différents outils que l'on a vus, à travers les traits de caractère que tu as pu voir, les fameux soft skills. Le but de tout ça, au final, c'est de l'inciter à te donner ta chance, même si tu n'as pas d'expérience professionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'avoir des informations utiles pour ta recherche d'emploi. Juste avant de terminer cette vidéo, je t'invite à télécharger mon guide « Donne une bonne image aux recruteurs » qui te permettra d'avoir quelques informations complémentaires à cette vidéo. Voilà, je te souhaite bon courage, garde espoir. Ciao!